Donc voilà, on est sur le pépé et je vais laisser donc la parole à Monsieur Sora pour parler des Tahitiens, des Français, tome 2. Donc voilà, je te laisse la parole, Bruno. Merci. Yorana, Kaoha, pour les Marquisiens. Et merci d'être là. Je suis un peu gêné parce que je n'avais pas vraiment préparé une conférence, dans le sens où je pensais dialoguer avec Yves Aupert. Et il est retenu apparemment à la présidence où il travaille. Et en plus, j'étais très heureux, j'ai beaucoup d'amitié pour Yves Aupert. Tout le monde ne le connaît pas forcément, ceux qui l'ont connu il y a une vingtaine d'années au moins, l'ont connu comme journaliste à RFO à l'époque, et puis ensuite en politique avec Gaston Floss. Et c'est quelqu'un de très gentil et de très agréable, de plein de civilité. Et donc, je n'aurai pas le plaisir de dialoguer avec Yves, mais je vais essayer de me poser les questions que j'imagine que Yves m'aurait posées. Donc voilà, donc j'aurais aimé me mettre à droite et à gauche, bouger, faire un jeu de rôle, voilà, mais apparemment la technique m'interdit de trop bouger. Donc voilà, donc Bruno Sora, je suis heureux de te voir aujourd'hui et on apprécie ton ouvrage qui vient de sortir. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais voilà. Donc je voudrais savoir comment tu t'y es pris pour publier cet ouvrage, pour écrire cet ouvrage, quelle méthode tu as suivie et qui légitime quelque part ton approche, qui fait qu'on peut te croire, puisque je ne pense pas que ce soit un trait d'humeur ou un coup de gueule. Donc, quelle méthode? Yves Aupert ne dirait pas ça, hein, il ne parle pas comme ça. Donc, mais la question est donc, voilà, comment est-ce qu'on peut te croire véritablement? Est-ce que ce n'est pas du Bruno Sora? Est-ce que c'est véritablement un ouvrage sociologique ou anthropologique? Voilà. Ah, Yves, je suis très content que tu me poses cette question parce que je pense que c'est la question. Et donc, je suis vraiment heureux qu'on commence ainsi parce que c'est la question que je me pose depuis 30 ans, de savoir dans nos disciplines, les sciences sociales, les sciences humaines, en sociologie, en anthropologie, et c'est vrai aussi en histoire ou dans d'autres disciplines des sciences humaines, est-ce qu'on est objectif? Donc, je comprends tout à fait ta question et je pense que c'est effectivement, comment dire, la question permanente, l'interrogation permanente des scientifiques des sciences humaines. Alors normalement, on se protège un peu en ayant des concepts, des théories, des méthodes. Donc ça veut dire qu'on déploie normalement un arsenal, enfin tout un ensemble de méthodes qui font qu'on va obtenir des faits, peut-être pas à la manière d'un physicien ou d'un chimiste, mais quand même des faits qui ne sont pas simplement le produit de nos observations personnelles ou de notre intuition ou de nos émotions personnelles, mais qui ont un petit peu valeur de généralité. Donc dans cet ouvrage, c'est vrai que c'est compliqué de travailler sur les relations interethniques de manière objective. D'abord, le sujet lui-même, c'est quand même la subjectivité, les perceptions des uns et des autres. Donc je reconnais que je zappe volontiers la méthode. C'est pas très courageux peut-être, mais je pense qu'en fait, c'est difficile si par exemple on fait un questionnaire à 1000 personnes pour leur demander êtes-vous raciste, on risque d'avoir 999 personnes qui disent non, je ne suis pas raciste. Et donc est-ce qu'il est vraiment utile de déployer une méthode extrêmement lourde, des questionnaires, etc., pour objectiver, alors qu'en fait, quand on est sur des sujets comme les relations interethniques, je pense que sur la question, par exemple, du racisme, on peut mesurer le racisme peut-être dans la discrimination au logement, la discrimination à l'embauche, dans la proximité ou l'évitement des uns et des autres, mais sûrement pas par un questionnaire. Donc on pourrait être le meilleur des sociologues et faire un questionnaire avec 10 000 personnes. Il me semble qu'il y a des sujets sur lesquels la méthode je ne dirais pas qu'elle servirait à rien, mais en tout cas elle ne serait pas efficace, voilà, en tout cas pas une méthode quantitative. Donc je reconnais tout à fait qu'il y a une part de regard personnel dans mon ouvrage. Je suis sensible peut-être à l'observation de certaines situations, précisément de contact ethnique, d'évitement ethnique. J'ai la chance de vivre finalement un peu dans les deux communautés, les Tahitiens et les Français. Tout le monde connaît mon implication dans la société tahitienne et donc je vis beaucoup avec des Tahitiens des milieux populaires et j'aime bien ça. En même temps, je suis moi-même français et donc j'entends les conversations des Français. Je suis à l'université qui est un service de l'État, un des rares services de l'État parce que
j'ai écrit un ouvrage quand même sur une situation coloniale. C'est vrai qu'il y a eu une décolonisation de beaucoup de, comment dire, de services. Il y a un territoire de la Polynésie française qui existe, et donc l'État ne garde plus que la justice, l'enseignement supérieur, la police, l'armée, la monnaie peut-être, et le contrôle aux frontières. Mais moi, j'appartiens à l'université, c'est quand même un service de l'État, et c'est vrai que je suis quand même au contact de fonctionnaires expatriés, etc. Donc je connais bien les deux communautés, et j'ai beaucoup comment dire, pris des notes, simplement observé des situations, entendu des choses. Je pense que voilà, c'est peut-être un peu empirique, je n'ai pas déployé une grande méthode sociologique, et je ne dis pas non plus que comment dire, que ce que j'écris, quelqu'un d'autre aurait écrit exactement la même chose. Il y a sans doute des choses qui m'ont échappé, il y a des sujets peut-être qui m'intéressent plus que d'autres. Et après, je me rends compte moi-même qu'il y a des manques dans mon ouvrage. Par exemple, la question de l'éducation. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas d'enfants ou de petits-enfants même. Et donc, je ne suis pas sensible à l'évolution de l'éducation des enfants, des jeux des enfants. Ces choses-là, c'est un sujet qui m'échappe un petit peu. Moi, j'enseigne à des grands. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses que je n'ai pas observées. Mais sinon, je reconnais volontiers que dans nos disciplines, malgré tout, on est peut-être un peu subjectif. Donc, Yves, c'est vrai que je n'ai pas exactement les mêmes idées politiques que toi, peut-être. Ah, mais je n'ai pas des idées politiques particulières. Hein. Enfin, toi, oui, Bruno. Hein. Bon, donc, je ne sais pas. Vous verrez, en fait, il n'y a que le lecteur qui peut nous dire si j'y vais de mes idées politiques, de mon ressenti personnel, de mes émotions personnelles. C'est toujours possible. À la rigueur, ce n'est pas si grave que ça. Parce qu'un historien, l'histoire est une discipline, c'est une science qui est enseignée. D'ailleurs, c'est une des rares disciplines des sciences humaines qui est enseignée depuis l'école primaire, dans le secondaire, second degré, et encore à l'université. La science historique, la discipline historique est fondamentale avec la géographie. C'est les deux disciplines des sciences sociales, des sciences humaines qui sont les plus largement enseignées. On ne fait pas de sociologie ou d'archéologie dans l'école du premier degré, etc. Bon, l'histoire est une science très interprétative. Les historiens n'ont en général pas vécu les événements qu'ils analysent, qu'ils rapportent, ou alors ça pose la question de l'histoire immédiate et précisément de la subjectivité de l'historien quand il travaille sur une période qui date juste d'il y a 2 ans ou d'il y a 5 ans. À quel moment est-ce qu'on peut faire une histoire objective ? Est-ce qu'il faut laisser passer 20 ans ou 40 ans, comme pour la guerre d'Algérie en France, où on n'a pas commencé à écrire une histoire de la guerre d'Algérie immédiatement après la guerre d'Algérie, parce qu'on estime qu'on a été témoin ou acteur et qu'on ne peut pas être objectif dans ce cas-là. Donc l'histoire est une science qui est pleine de cette question, de ces questionnements sur l'objectivité, la subjectivité. Les historiens comparent des sources, ils analysent. Après, on peut être très subjectif en tant qu'historien. En général, les biographes aiment bien le personnage dont ils font la biographie. On lit rarement des biographies assassines quand même, parce que quand on se passionne pour un personnage historique, très souvent on lui trouve des qualités. Il y a parfois des biographies à charge, mais c'est quand même assez rare. Voilà. Donc mon questionnement, ma question de savoir si je suis objectif dans mes constats, dans ce que je regarde, dans ce que je vois, dans ce que j'analyse, c'est une question qu'on se pose tous dans le domaine des sciences sociales, et je pense que même si on déploie la plus lourde des méthodes d'enquête, de questionnaires, etc., on peut très bien poser les questions qu'on a envie de poser aux gens malgré tout qu'on a sélectionnés. Donc c'est une grande question. Après, il ne faut pas non plus s'affoler. Je pense qu'un ouvrage est intéressant pour ce qu'il raconte, pour ce qu'il apporte, pour sa différence, pour son originalité. Les romanciers écrivent des histoires qui sont de la fiction, et en même temps qui sont terriblement parlantes très souvent à propos des problèmes de société. Donc tant pis si la littérature n'est pas objective ou qu'elle n'est pas vraie, elle a toute sa place dans nos lectures, et elle nous apprend et elle nous apporte énormément. Donc voilà pour ta première question, et j'espère y avoir répondu correctement. Après, c'est au lecteur à voir effectivement s'il se sent à l'aise dans mes constats. En même temps, pour me protéger un peu, je dirais que le premier ouvrage, le premier tome des Tahitiens et des Français a été beaucoup lu par les gens de Tahiti, qui se sont beaucoup reconnus dans cet ouvrage et qui l'ont trouvé, eux, assez parlant, et le fait qu'ils se reconnaissent dedans, ça signifie que je n'avais pas tapé à côté de la plaque. Donc, à l'époque, le premier ouvrage sur la manière dont les Tahitiens parlaient des Français et les Français parlaient des Tahitiens, les Tahitiens, ça les avait fait beaucoup rigoler, beaucoup sourire, qu'on
qu'on mette sur la table la manière dont ils parlent des Français métropolitains, parce que c'est des choses, ce sont des paroles, hein, mais c'est rarement des choses qui basculent à l'écrit. Donc ça les avait beaucoup amusés. Certains POPA s'étaient trouvés un petit peu blessés parfois du fait qu'on les présente comme des étrangers, parce que les Tahitiens les disent étrangers à leur pays, tout simplement. C'est pas grave, mais le fait d'être pris pour un étranger, et en fait, je comprends exactement les POPA, je suis un POPA, et je pense que c'est par amour que certains POPA s'étaient sentis un peu vexés d'être toujours ramenés à leur altérité, à leur étrangeté, alors qu'eux se voudraient polynésiens, se sentent inclus dans ce pays, se disent polynésiens d'adoption, ont adopté ce pays, et donc sont malheureux qu'on les renvoie toujours à leurs origines extérieures. C'était là le malaise, c'était pas autre chose que quelque part un vécu un peu douloureux peut-être d'une intégration difficile ou impossible, ou en tout cas, est-ce qu'on peut devenir tahitien? On peut devenir français. C'est une nationalité. Beaucoup de gens deviennent français tous les jours. Est-ce qu'on peut devenir tahitien? Le premier ouvrage, enfin le premier volume, me semble dire que pour les Tahitiens, non. Les Tahitiens sont les gens de Tahiti par leur généalogie. Ils sont Tahitiens. Et on ne devient pas Tahitien. C'est ainsi. On devient français, par contre. Donc voilà, Tahitien, c'est une ethnie. Tout le monde n'était pas sur ces pirogues qui sont arrivées il y a 1000 ans. Les Tahitiens sont les descendants des gens qui sont arrivés sur ces pirogues il y a 1000 ans. Et c'est pas tout le monde. Et c'est vrai que certains POPA avaient vécu un peu mal cette, comment dire, non pas ce constat d'échec, mais la dureté de cette idée qu'on ne peut pas devenir l'autre. C'est difficile à accepter. Mais globalement, le premier ouvrage, je pense que le premier volume avait été quand même bien apprécié des uns et des autres. Et donc j'espère que les Tahitiens et les Français se reconnaîtront dans le deuxième volume. Mais je suis très bavard, Yves. Alors la deuxième question. Alors la question, Bruno, c'est la société coloniale quand même. Est-ce que coloniale, c'est pas un peu daté? Est-ce que ça fait pas un peu années 50, une société coloniale? Quand même, il y a l'autonomie interne, l'autonomie de gouvernement. On est dans un territoire d'outre-mer ou un pays d'outre-mer. Donc pourquoi parles-tu de colonisation? Eh bien, mon cher Yves, je pense que cette société est non seulement encore coloniale, mais de plus en plus coloniale. Je pense qu'elle est de plus en plus coloniale parce que, précisément, l'économie est absolument celle d'un pays colonisé. Ce n'est pas du tout l'économie d'un pays indépendant. Je crois que tout le monde peut tomber d'accord sur le fait que l'économie tahitienne de la Polynésie française n'est pas celle d'un pays indépendant. Je n'ai pas dit que c'était, comment dire, moins bien. C'est très confortable, j'en profite moi-même, là n'est pas la question. Mais l'économie de la Polynésie française n'est pas celle d'un pays indépendant, c'est évidemment celle d'une colonie. La situation culturelle, pour moi, est une situation de plus en plus coloniale. Et je trouve que précisément l'objet de cet ouvrage, c'est de faire le point un peu sur l'évolution des mœurs. Donc, alors Bruno, je te coupe la parole précisément. Est-ce que c'est pas une évolution inéluctable? Est-ce que c'est colonial ou est-ce que c'est pas le fait tout simplement qu'on est au XXIe siècle et que la société évolue et voilà. Donc c'est pas forcément la colonisation française. C'est peut-être une situation inéluctable. Alors mon cher Yves, il y a deux manières de voir les choses quand même. On va dire les choses très clairement. Inéluctable, ça dépend. Les indépendantistes pensent que il y a une manière de rompre cette situation, de sortir du joug colonial qui est l'indépendance. Donc c'est un sujet très politique. Ce n'est pas mon sujet dans mon ouvrage. Moi, j'observe la manière dont les gens vivent, ce qu'ils mangent, comment sont leurs maisons aujourd'hui, comment sont leurs vêtements aujourd'hui, quelle langue est-ce qu'ils parlent, quelle est leur religion, quelles sont leurs distractions. Je vois des Tahitiens aujourd'hui promener leurs chiens en laisse. Il y a 30 ou 40 ans, quand on voyait un Tahitien avec un chien, très souvent, il courait derrière pour l'attraper, mais il ne le promenait pas en laisse. Donc c'est vrai qu'on voit une évolution des mœurs qui m'intéresse. Voilà, la manière dont la société vit son rapport à l'un, à l'autre, aux animaux, enfin dans 1001 domaines. Je trouve que cette société m'intéresse. Mais sur le fond, mon cher Yves, la question est politique quand même. Si on voit les choses, est-ce que c'est inéluctable? Si ce pays devient indépendant, demain, ou après-demain, apparemment ça met un petit peu de temps quand même, les choses seront différentes. Donc ça n'est pas du tout inéluctable. Après, c'est pas mon problème, c'est pas à moi à dire aux gens d'ici vers quoi ils doivent aller, quelle est leur, comment dire, quelle est la meilleure solution pour leur avenir. C'est vraiment à eux à en décider. Et je pense que chaque élection est un moment où les gens expriment leur vision d'aujourd'hui et de demain. Donc ça n'est pas inéluctable. Par contre, c'est structurel. Ça veut dire que oui, si la Polynésie française continue à appartenir à l'ensemble français, je pense que cette évolution vers davantage de francisation est une
inéluctable, alors, assurément. Et c'est bien de se poser la question de savoir comment la société a évolué depuis 20 ans, depuis 40 ans, depuis 60 ans, et de se projeter aussi comment est-ce qu'elle sera dans 20 ans, dans 40 ans, dans 60 ans. Elle sera de plus en plus française d'une certaine manière parce que c'est la logique de la colonisation que d'assimiler le colonisé. C'est très généreux du point de vue du colonisateur dans son discours que de donner au colonisé son système éducatif, son système sanitaire, son système administratif. Voilà, ça procède ainsi. Après, forcément, cette francisation fait que in fine, la fin, elle est déjà en partie aujourd'hui. Les Tahitiens finissent quelque part par ne plus sentir nécessaire de vivre dans leur pays. Il y a 700 jeunes Tahitiens et gens des îles chaque année qui partent en France dans l'armée française. C'est beaucoup, 700. Je ne parle pas de tous les étudiants, des gens qui vont rejoindre un conjoint. Il y a peut-être 1500 Tahitiens et gens des îles qui chaque année vont s'installer en France métropolitaine. 700 dans l'armée, c'est beaucoup. J'ignore pas qu'il y a une question économique qui fait que si certains partent, c'est rarement les enfants des bourgeois de la ville, hein, c'est quand même souvent des gens des Australes, des Tuamotu, ou des districts de Tahiti. Mais si ces gens-là partent, ce n'est pas les plus français culturellement. Mais en tout cas, ils considèrent eux-mêmes qu'ils ne sont pas des milieux les plus français. Et c'est même touchant, et ça me touche de dire ça. J'ai connu tellement à Huahine de familles indépendantistes où les garçons ont grandi sous un drapeau Tavini Huiratira, le drapeau indépendantiste au-dessus de la maison. Et ils sont tous dans l'armée française en France maintenant. Donc je crois qu'il y a vraiment un article ethnologique à écrire sur cette double appartenance. J'imagine que des ethnologues l'ont fait à Samoa, aux Samoa américaines, parce que combien de Samoans américains sont dans l'armée américaine et sont morts d'ailleurs dans l'armée américaine. Donc sur cette double patrie, sur cette double affiliation ou filiation, il y a des choses sans doute émouvantes et belles à écrire. Mais toujours est-il que 700 enfants du territoire qui chaque année estiment que finalement ils ont mieux à faire ailleurs, ils vont trouver un travail, ils vont avoir de l'argent. Ça nous montre quand même que la colonisation va très loin, dans le sens où on commence à avoir des gens qui estiment qu'ils n'ont rien à faire ici, il n'y a pas de travail pour moi. Ah oui, mais tes parents, alors là je parle comme Chantal Spitz, oui, mais quand même tes parents ou tes grands-parents, ils avaient du travail, ils travaillaient, ils allaient à la pêche, ils faisaient du copra. Donc pourquoi est-ce que toi tu dis que tu n'as pas de travail dans ce pays? C'est ton pays, c'est notre pays. Voilà. Donc c'est embêtant, moi ça m'embête pas, mais c'est vrai que l'idée que les Tahitiens aujourd'hui estiment que finalement ils sont prêts à partir en France, ça signifie que l'assimilation coloniale quand même va très loin. Et donc je pense qu'il faut écrire ces choses-là. Après, tant mieux s'ils trouvent du travail, tant mieux s'ils trouvent une formation professionnelle, ça passe très souvent par le RSMA, etc. Donc c'est sans doute pour leur bien, ils vont apprendre plein de choses, ils vont vivre plein d'expériences, ils vont découvrir que les Français métropolitains sont formidables, et ils vont peut-être épouser une Française métropolitaine, et la vie continue, on est au XXIe siècle, et il y a toujours eu du métissage, en tout cas depuis 2 siècles et demi, et voilà, c'est la suite de l'aventure. Mais c'est vrai que malgré tout, voilà, savoir qu'une jeunesse s'expatrie et rentre dans l'armée française, c'est aussi quand même la preuve d'une situation coloniale. Voilà. Donc je pense que le mot situation coloniale est justifié. Maintenant, c'est une situation coloniale du XXIe siècle. On n'est plus comme dans les situations coloniales des années 1950. Et Yves, pour aller jusqu'au bout de ta question, il y a un pouvoir politique autonome, c'est vrai. Quand je dis que l'économie est coloniale, la culture est coloniale, même s'il y a un ministre de la Culture qui est vraiment chouette, que j'aime beaucoup, même s'il y a un Haïva, s'il y a des artistes, s'il y a des associations, mais structurellement, le rapport de force fait que la culture dominante, celle qui intègre l'autre, c'est la culture française. Le système politique n'est pas colonial dans le sens où il y a une autonomie politique, effectivement, mais... Cher Yves, il y avait déjà une autonomie dans les années 1950. En 1956-57, il y avait déjà une autonomie qui préfigurait les indépendances. La France a donné l'autonomie à ses colonies en 56, en 57, pour ensuite les laisser voler de leurs propres ailes en 1960. C'était ainsi. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'autonomie qui soit donnée au pouvoir de la Polynésie française soit conçue comme une étape permettant de préparer ce pays, ce peuple, à l'indépendance. Je pense que c'est conçu comme une antichambre plutôt comme un antidote que comme une antichambre de l'indépendance. Et donc l'autonomie
bien que manifestant effectivement le fait qu'on n'est pas dans une situation coloniale avec un gouverneur qui gouverne, c'est fini tout ça. C'était néanmoins déjà le cas dans les années 50, donc ça n'est en rien une nouveauté et ça ne signifie pas pour autant qu'une décolonisation véritable de ce pays soit une perspective envisagée par l'État. Quand on voit combien l'État a freiné au moment de la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser, des territoires à décoloniser, je pense que du point de vue de l'État, la situation doit perdurer. Et le président Macron a été très clair là-dessus quand il est venu au mois de juillet et qu'il a fait son discours dans lequel il a dit quelque chose de très lourd et de très important. Ben, c'est nous ou la Chine. Je ne sais pas si les choses sont aussi manichéennes. C'est un politique, hein, il est très fort et son discours était très intelligent. Mais en même temps, c'est aussi peut-être une nouvelle donne qui fait que voilà, la France est là, pas simplement pour son intérêt. Bien sûr que le colonisateur est là dans son intérêt. S'il n'avait plus du tout d'intérêt, il partirait. Ou il s'arrangerait pour se rendre détestable et pour que finalement on ne veuille plus de lui. Donc la France a intérêt à rester ici, mais le discours du président de la République était très clair. Les Polynésiens ont intérêt à être protégés par la France parce qu'il y a une grande menace, pas très très loin. Et précisément, on est au XXIe siècle. Cette menace n'existait pas au XXe siècle. Donc les choses, elles sont là. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas écrit, et ce n'est pas à moi à écrire un livre sur l'indépendance. J'espère qu'il y aura un jour un Tahitien qui nous écrira un livre sur la manière dont il voit les choses, quelle sera la monnaie, quelles seront les lois, quel sera le code de la route, quel sera le système éducatif, le système sanitaire, et pourquoi il y croit malgré tout. Je dis malgré tout parce que c'est très difficile d'imaginer autre chose. Parce qu'on n'a jamais le temps et on n'est pas préparé, on ne nous demande pas de préparer autre chose. On connaît un système, on connaît ses qualités, ses défauts, et on n'est jamais invité véritablement à réfléchir à comment les choses pourraient être autrement. Donc je crois que là-dessus, il y a des choses à penser, des choses à écrire. Ce n'est pas à moi à le faire. Je pense que c'est vraiment aux gens de ce pays à nous dire si tout ça est inéluctable, si cette assimilation coloniale est vraiment inéluctable, doit se poursuivre encore pendant 60 ans, pendant 120 ans. Et voilà, donc les indépendantistes qui y croient, on attend vos écrits parce qu'il y a sans doute des programmes qui circulent pendant les élections, mais moi je ne lis pas ces choses-là. Il y a sans doute sur le net aussi peut-être, mais je ne lis pas beaucoup. Mais voilà, donc j'imagine qu'il doit bien y avoir des programmes, des partis indépendantistes qui nous expliquent ce que ça pourrait être. En tout état de cause, la situation actuelle, on sait comment elle est. Globalement, elle n'est pas inconfortable, en tout cas pour certains. Et est-ce qu'elle est inéluctable? C'est aux Tahitiens à décider de leur avenir. Alors, dernière question, cher Bruno, et puis on va rendre la parole au public. Est-ce que c'est vraiment une francisation ou est-ce que ce n'est pas une américanisation de la société tahitienne? Alors, merci. J'ai eu cette question et cette discussion hier, pas plus tard qu'hier, avec ma collègue et amie Sylvia Richaud, à la Société des études océaniennes, qui me disait « Ah Bruno, je ne suis pas complètement d'accord dans le sens où ce n'est pas forcément une francisation de la société. Les jeunes Tahitiens ne ressemblent pas exactement à des Français. Ils sont américanisés peut-être d'une certaine manière. » Et on est tombés d'accord tous les deux. Je lui ai dit « Oui, tu as raison. En partie, il y a une américanisation dans le sens où même en France métropolitaine, aux chansons à The Voice ou La Nouvelle Star, les jeunes Français chantent en anglais maintenant. Moi qui préfère la chanson française à la chanson anglaise ou américaine, je suis bien malheureux de voir qu'une chanson sur 3 seulement est en français et 2 chansons sur 3 de ces jeunes artistes sont en anglais. Ça m'énerve beaucoup. J'aime pas. Donc il y a une américanisation du monde qui fait qu'aujourd'hui aussi les jeunes en France mettent du Quicksilver, chantent en anglais, voilà. Et donc comment cette américanisation ne pourrait pas concerner la société tahitienne puisque cette société vit dans le Pacifique. Donc c'est évident qu'il y a une américanisation aussi de la société tahitienne. Après, mis à part les Mormons, qui sont effectivement américanisés, qui sont dans une église américaine, qui vont faire leur mission, qui parlent l'anglais et qui parfois continuent à se parler en anglais dans la famille. On ne le sait pas trop parce qu'on ne vit pas avec des mormons, parce qu'en général, les mormons se marient avec des mormons et des mormones. Donc on n'est pas trop au courant de ces choses-là. Mais dans le milieu mormon, il y a une certaine américanisation, bien sûr, discrète. Discrète pour nous, on n'y a pas vraiment accès. Mais sinon, moi, quand je marche dans la rue, j'entends jamais des Tahitiens parler en anglais, hein, entre eux, jamais. Donc une francisation en français, oui, tous les jours, toute la journée. Donc je pense qu'il y a quand même une francisation de cette société. Évidemment,
ça rend pas les Tahitiens des Français hexagonaux. Ils sont pas de Bourgogne, du Poitou-Charentes ou d'Alsace ou de Provence. Voilà, c'est des Français de Tahiti ou des Tahitiens français. Enfin, comment dire les choses. Mais je ne pense pas qu'il y ait une américanisation dominante de cette société. C'est pas très nouveau que les gens aiment les grosses 4x4, etc. En Nouvelle-Calédonie, c'est pareil aussi. Il y a eu des GI, voilà, il y a eu une américanisation, une présence des forces armées américaines aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne trouve pas la société tahitienne très américanisée. Je pense vraiment que quand on entend les enfants aujourd'hui qui parlent français très bien, avec l'accent français, alors les parents disent oui, mais c'est pas de leur faute. C'est pas une faute. C'est pas de leur faute, c'est la maîtresse. C'est toujours les professeurs des écoles ou les instituteurs. Ah oui, sa maîtresse, elle fait heureux. Alors c'est bizarre, j'en ai 3, et sur les 3, j'en ai 2 qui font heureux maintenant. Ah. Donc voilà, non seulement les Tahitiens parlent français avec l'accent français de plus en plus, et c'est ainsi, ils ne parlent pas français avec l'accent américain ou tahitien avec l'accent américain. Donc je ne pense pas que cette société s'américanise beaucoup, et à mon avis, non, la colonisation, elle est française. Après la mondialisation, au jour d'aujourd'hui, bien sûr qu'elle est américaine, et qu'on ne peut pas nier cette chose-là. Voilà, ben on vous rend tous les deux la parole, et le micro peut circuler dans le forum. Pour vos questions ou vos remarques ou vos critiques. Je sens que j'ai peur du nombre de mains levées. C'est surtout ça qui me fait peur. Vous avez porte ouverte. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Ah, en fait, je m'attendais à voir toutes les mains levées, mais en fait, c'est timide. Monsieur Robert. Monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bruno, je suis désolé, c'est une question pour Yves. Comment se fait-il qu'à aucun moment tu ne rentres dans le corps de ce livre, puisque l'idée c'était aussi de présenter un peu ce livre, savoir comment il est construit, quels sont les sujets. Tu n'as pas parlé d'éducation des jeunes enfants, mais il y en a d'autres que tu as couverts. Donc Yves, je suis un peu surpris que tu n'aies pas posé cette question. Alors, Yves est délicat et Bruno ne rentre pas dans les corps comme ça en public, donc voilà. Donc je ne suis pas rentré dans le bouquin parce que je voudrais quand même que mon éditeur soit satisfait que les gens achètent le livre et le lisent, et donc je ne voulais pas leur dire trop ce qu'il y a dedans. Voilà, donc je n'ai pas voulu déflorer trop le sujet et rentrer dans l'ouvrage. Mais non, mais... J'ose même pas dire que je sais plus ce qu'il y a dedans, parce que c'est vrai que mon éditeur a tardé à publier mon livre. Je lui ai remis le manuscrit l'année dernière au mois de novembre, et depuis le mois de novembre, j'attends que ce foutu livre sorte. Et ça donc, doit être la faute du coronavirus, comme d'habitude. Voilà, donc, mais les bateaux mettent du temps à sillonner, les choses se sont arrêtées, et puis il avait d'autres priorités. J'ai bien compris que je n'étais pas sa priorité. Et moi qui pensais être le best-seller de la fin de l'année, en fait, il y a Titouan qui me fait une concurrence, voilà, il me bat à plate couture. Le bouquin Tupuna, alors là, nous a écrasés tous, donc bon. Donc c'est vrai que je suis pas rentré dans l'ouvrage, je sais déjà plus trop ce qu'il y a dedans, puisqu'il date d'une période déjà d'il y a 1 an. Mais non, c'est un ouvrage qui est un peu intello au début, parce que il y a les concepts, voilà, société coloniale, acculturation, assimilation. C'est vrai qu'à la rigueur, les 60 premières pages peut-être sont un peu plus académiques, plus universitaires. Ensuite, ça parle quand même des Français qui vivent à Tahiti, puisque si c'est une colonie, c'est qu'il y a des colons. Alors, est-ce que je suis un colon moi-même ? Est-ce que le fait d'être un Français vivant à Tahiti fait de nous des colons ? Alors, c'est compliqué, c'est une question qu'on s'est posée aussi. Albert Camus posait cette question-là, enfin en Algérie. Est-ce que l'instituteur qui vient éduquer les petits Arabes, les Français algériens, est un colon ? Normalement, le colon, c'est celui qui achète la terre et qui s'installe. Alors si je m'achète dans un appartement, dans un bâtiment, je n'achète pas la terre, j'achète juste un seuil, un palier. Est-ce que je suis un semi-colon ou pas un colon ? Bon, grande question. Mais voilà, donc je commence à parler des Français. Est-ce qu'on peut dire que les Français sont des colons ? Est-ce qu'on a encore le droit de dire que ce sont des popas ? Parce que précisément, ils n'aiment pas toujours ce mot popa, qui les renvoie à leur altérité, etc. Ils aimeraient bien être polynésiens d'adoption. Donc il y a plein de choses sur les popas que je connais bien, et je n'ai pas voulu rentrer dans mon histoire personnelle, mais j'ose poser la question de l'indépendance. Et s'il y a l'indépendance, qu'est-ce qu'on va devenir ? Que vont devenir nos maisons ? Moi, quand j'étais jeune, à Tahiti, mais c'était 20 ans après la guerre d'Algérie, la décolonisation de l'Algérie, j'entendais les popas dire, est-ce qu'on achète une maison ? Est-ce qu'on construit une maison à Tahiti ? Ou est-ce que les Tahitiens ne vont pas nous mettre dehors ?
c'était une question, c'était une grosse question. Est-ce que les Tahitiens vont venir s'emparer de nos maisons? Voilà, c'était un fantasme, mais c'était une réalité. On était en 1980 ou 85, la guerre d'Algérie était passée par là, etc. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de Français métropolitains viennent à Tahiti, s'installent, ne se posent pas la question, achètent une maison et n'ont pas peur de l'indépendance, parce qu'on dirait que l'indépendance n'aura jamais lieu. Or, c'est une question qui se pose en colonie. Comment dire, la constitution de la République, une préambule de la constitution de la Ve République qui renvoie au préambule de la constitution de la Quatrième République, pose que la France amène ses colonies à leur pleine administration, à leur indépendance. C'est ce que ça veut dire dans le préambule de la constitution de 1946. Donc cette question de l'indépendance, c'est vrai qu'aujourd'hui les Popas se la posent beaucoup moins, ils en ont beaucoup moins peur, comme si finalement effectivement c'était inéluctable qu'on reste ensemble. J'ai envie de dire d'un côté tant mieux, et c'est beau et c'est émouvant, et moi je trouve ça très bien, et je suis très bien ici et je serais très malheureux de partir, etc. Voilà, donc il faut que les Tahitiens aussi mesurent l'investissement sentimental, pas simplement économique, des Popas dans ce pays qu'ils aiment, dans lequel ils aiment vivre et dans lequel ils n'ont pas envie d'être mis à la porte. Enfin, c'est des questions humaines terriblement difficiles et un peu poignantes. Donc voilà, je mets les pieds dans le plat quand même dans la première partie en parlant des Popas, des colons, etc. Que vont-ils devenir si c'est l'indépendance? Ensuite, je parle beaucoup des Tahitiens, c'est vrai. Donc, c'est pas le même bouquin que le premier qui parlait plus de la manière dont les uns voyaient les autres et réciproquement. Il y a d'abord peut-être les Popas et ensuite les Tahitiens. Pardon de les avoir un peu séparés, mais le but c'était de voir comment les Tahitiens devenaient un peu Popas. Donc, je parle d'abord des Popas qui, eux, quelque part, s'adaptent très facilement au système puisqu'il est fait par eux et pour eux. Donc, mais ils peuvent parfois aussi trouver que les Tahitiens leur mènent un peu la vie dure, etc. etc. Et après, je m'intéresse quand même un peu à cette francisation de la société tahitienne. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a deux communautés qui, parfois, comment dire, se rencontrent pas toujours. Parce qu'on peut vivre entre Popas, et les Tahitiens sont d'ailleurs très bien aussi entre Tahitiens à un certain moment, sans avoir forcément des Popas. Ils en voient déjà assez au bureau ou à l'usine ou quoi, et ils sont très contents aussi le dimanche de manger à Tahiti entre Tahitiens. Et voilà. Donc on a un peu deux sociétés, enfin pas forcément à deux vitesses, mais voilà, qui se rencontrent pas toujours. Et alors c'est vrai que quand j'ai fait la conférence de presse, Christian, lundi matin, j'ai fait une conférence de presse avec des journalistes, une conférence de presse. J'ai plombé l'ambiance en racontant ce qu'il y avait dans le bouquin, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas voulu plomber l'ambiance maintenant, parce que c'était un peu glauque. On avait l'impression que la situation était triste et que voilà, c'était triste. Les Tahitiens perdent leur culture, les Popas sont des colons, mais en même temps ils n'ont pas envie de partir. Ils sont vachement sympathiques et de bonne volonté et pleins d'amour. Et donc il faut que j'écrive un manga. Enfin, les mangas peuvent être horribles, hein, mais je sais pas, qu'est-ce que... Alors j'ai quand même pris ça avec le sourire, voilà, et dans la bonne humeur, parce que j'aime bien rigoler quand même, et j'aime pas trop me faire chier, hein, donc voilà, donc je rigole un peu de tout, des présentateurs de la météo qui écorchent les mots de la langue tahitienne, des Tahitiens qui prennent la résolution d'être moins gros, voilà, tout le monde y passe, hein, parce qu'on sait maintenant qu'il faut manger 5 fruits et 5 légumes par jour. On sait ça des Popas. Il y a toujours un Popa maintenant pour vous éduquer, vous dire que voilà, il y a toujours un Popa qui va être le chef du stage. Donc maintenant, pour faire de la bicyclette, pour débrousser, pour planter des Umara, il faut qu'il y ait un Popa qui vous forme, parce que lui, il a un certificat et pas vous encore. Donc les Popas ont appris aux Tahitiens qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc les Tahitiens ont décidé d'être moins gros, et alors qu'avant, ils se trouvaient très beaux, très gros, et c'était pas forcément un problème, hein. Et voilà, donc j'espère que vous allez rigoler quand même et que mon bouquin est pas trop glauque, quoi, hein. Voilà, la prochaine question. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Ah, je me faufile. Alors, je voudrais savoir si entre le tome 1 qui est sorti il y a maintenant 20 ans et aujourd'hui, les stéréotypes et les regards ont changé en fait, ou si ce sont toujours les mêmes qui ont cours. Ben, je trouve que les Tahitiens sont un peu moins durs, un peu moins rudes avec les Popas. Déjà, moi, j'ai vécu, pardon de ramener un peu tout à moi, mais j'ai vécu à Huahine pendant très longtemps. Et pendant 20 ans à Huahine, on m'appelait Popa, Frani, Popa. De même que quand on va au magasin chinois, voilà. Je trouve que ça diminue un peu. On appelle un peu moins le commerçant le chinois. D'ailleurs, les commerçants deviennent des Popa. Le commerce est Popa maintenant. Les Chinois font de moins en moins d'enfants. Ils ont un vrai problème de transmission de l'entreprise.
J'en parlais avec un Chinois tout à l'heure, je pense que c'est un Chinois ou un demi-Chinois, et avant il faisait 10 enfants, et aujourd'hui ils en font 2, et il y en a un qui part habiter à Honolulu et l'autre à Paris. Voilà. Donc, sinon, il y en a un qui fait l'école normale, enfin, il n'y a plus l'école normale, mais il y en a un qui devient instituteur et qui n'a pas du tout envie de s'embêter avec la société ou le magasin de papa. Et voilà, et la fille qui se marie et qui va vivre ailleurs. Donc, le commerce devient popa. Donc, aujourd'hui, on dit d'ailleurs plus aller chez le chinois, parce que quelque part, c'est plus un chinois, c'est un popa. Bon, en France, on dit qu'on va chez l'arabe ou quoi, enfin, on évite de dire qu'on va chez l'arabe, mais ça se dit quand même. Hein. Bon, en Nouvelle-Zélande, on va chez l'Indien, et c'est comme ça. Hein. Bon. Donc, je trouve l'État haïtien avoir un peu moins ou sortir un peu moins de stéréotypes ethniques de manière un peu brute, mais c'était pas méchant. Aller chez le chinois ou m'appeler Frani, c'était pas méchant, c'était descriptif. C'était juste la manière dont il me voyait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses s'estompent un petit peu. Donc je trouve l'État haïtien plus acculturé, précisément, parce qu'ils ont moins tendance à ramener les gens vers leur origine ethnique. Mais il faudrait poser la question aux Popa de savoir si les Tahitiens sont un peu rude comme ça avec eux ou pas. Je trouve que ça s'estompe. Après, s'agissant d'eux-mêmes, pour aller jusqu'au bout de la question, les Tahitiens ont toujours une idée de leur tahitianité, par contre. Ils renvoient un peu moins le blanc à sa différence, mais... Et puis ils sont très gentils, les Tahitiens. Ils disent quand même vraiment des gentillesses, mais c'est ton pays aussi, et voilà, on t'a adopté. Enfin, ils sont tout le temps, voilà, ils renvoient pas toujours les gens à leurs différences. Ils l'incluent aussi quand même avec beaucoup d'amour et de classe et de grâce. Donc, mais par contre, s'agissant de leur propre identité, je pense que leur sentiment de leur identité, de leur différence, ne faiblit pas. Voilà, moi je dis qu'ils deviennent français, mais eux ils vont pas trop aimer quoi. Alors depuis quelques jours quand même ils viennent tous me dire, enfin ceux que je rencontre, après les autres ont l'élégance de pas venir me dire qu'ils sont pas d'accord avec moi. Ouais, ils n'en ont rien à foutre, ils vont pas lire mon livre, ça les intéresse pas. Mais beaucoup m'ont dit, oui, c'est vrai, tu as raison, on devient de plus en plus popa, de plus en plus français, et voilà, tes constats sont justes. Donc voilà, pour résumer ma réponse, les Tahitiens ont moins de, comment dire, perçoivent moins l'autre comme un étranger, j'ai envie de dire parce qu'il y en a de plus en plus aussi peut-être. Avant, le popa ou le chinois était rare. Aujourd'hui, les Tahitiens ont l'habitude d'avoir beaucoup de popa parmi eux, et c'est tout à fait normal d'avoir un patron popa, d'avoir comment dire, des collègues popa. Enfin voilà, la société tahitienne est devenue une société multiethnique, vraiment. Elle l'était un peu moins avant, parce que avant il y avait des militaires, mais qui vivaient entre militaires. Les Tahitiens ne les côtoyaient pas forcément. Les militaires vivaient vraiment entre militaires. Il y a eu la génération des militaires, il y a eu la génération des retraités. Après, quand l'ITR s'est arrêté, tous les retraités sont partis. Mais il y a eu la génération des militaires, c'est les années 60. Il y a eu la génération des retraités, c'était les années 80-90. Et aujourd'hui, il y a la génération des Popas qui viennent s'installer, qui aiment ce pays et qui ont envie d'y vivre toute leur vie, qui vendent la maison qu'ils avaient en France. Et voilà. Alors, est-ce que c'est une génération de colons? Je ne sais pas. Mais globalement, les Tahitiens ont l'habitude de vivre avec des Popas. Et donc, ils sont un peu moins rudes avec eux. Enfin, je trouve. Hein. Bon, j'allais dire, comme Bruno fait des réponses de 5 minutes, ça va être compliqué de laisser la parole. Ça va bientôt finir. Bon, on va accepter encore une question de ce côté-là. Bon, très rapidement, alors Bruno, il y a le Tahiti de Tahiti et puis il y a toute la grande Polynésie. Alors, est-ce qu'il y a des grandes différences dans cette évolution, justement, des choses qui sont beaucoup plus propres à ici, et est-ce que dans les îles, ça évolue moins vite? Ça évolue vite partout quand même. Le dernier recensement de la population nous dit qu'au Tuamotu, la langue parlée dans les familles, c'est le français maintenant, en majorité plus que le Paumotu ou le tahitien. Or, personne ne les oblige à parler le français, mais au Tuamotu, ça évolue. Apparemment, les îles Marquises et les Australes résistent encore dans le sens où la langue parlée en famille, ça reste le marquisien ou les langues des Australes, mais les choses évoluent vite quand même. Donc, c'est un phénomène qui petit à petit... Enfin, la jeunesse, elle va toute à la même école, en français, avec les mêmes repères. J'oublie pas qu'il y a des programmes océaniens, en histoire, en géographie, etc. Mais globalement, même s'il y a 2 heures de Reomahi et 2 heures d'histoire-géographie locale, il y a quand même encore 20 heures de tout le reste qui se fait en français. Donc la situation dépend selon les îles, elle dépend aussi bien sûr selon les classes d'âge. Les gens qui ont 80 ans n'ont pas le même vécu que ceux qui ont 60 ans, qui ont 40 ans, qui ont 20 ans, mais l'évolution, elle est là quand même.
Et puis je pensais même à Tahiti, bien sûr qu'il y a le Tahiti, les gens qui vivent à Tautira ou à Vairao ne sont pas les mêmes que ceux qui vivent en zone urbaine. Après, je pense souvent à ces gens de Tautira ou de Vairao qui se lèvent à 3h30 du matin pour venir en voiture, pour arriver en ville à 5h et finir leur nuit dans leur voiture après. Parce que comment dire, la zone urbaine est devenue inaccessible en termes d'immobilier, etc. Parce que les gens qui achètent maintenant des maisons à des prix faramineux ou des appartements à des prix faramineux ne sont pas forcément des gens d'ici. Tout le monde le sait. Il suffit de discuter avec n'importe quel agent immobilier. C'est pas de la discrimination ethnique ce que je suis en train de raconter. C'est un phénomène qu'on peut étudier. De même qu'en France métropolitaine, on peut étudier l'installation de telle ou telle population dans le 93 ou le 13 ou le 12 ou ailleurs. Aujourd'hui, la zone urbaine est une zone d'installation de plus en plus de gens qui viennent d'ailleurs. Et donc les gens de Vairao ou de Tautira auxquels je pensais en termes d'assimilation, elle est un peu moins lourde, mais ils ont une vie comment dire, qui est contrainte par la colonisation parce qu'ils sont obligés de venir travailler en ville le matin à des heures abominables. Ils ne peuvent pas se loger dans la zone urbaine. Et voilà, donc ce phénomène comment dire, de la colonisation d'une certaine manière atteint aussi les gens, atteint indirectement les gens des districts les plus reculés de Tahiti dans leur mode de vie. Je vais prendre une dernière question, puisque le monsieur a son micro là-bas. Je voulais parler d'une situation phénoménale au sujet de Bruno, qui est un ami depuis 40 ans. Je l'ai rencontré à Aix-en-Provence pendant le tournoi des étudiants de l'AEPF. Moi, tahitien, local, francisé, européanisé, culture parisienne et tout. Et en fait, il a fait quelque chose d'intelligent, ce que j'appelle l'aspect réversible de la chose. Il s'est tahitianisé en recopiant des centaines de chansons tahitiennes que nous on chantait. Que même nos locaux ont perdu aussi leur langue parce qu'ils se francisent sans se tahitianiser dans les groupes de danse avec qui je travaille aussi. Et le mana en fait est dans la langue, qu'elles soient françaises ou tahitiennes. Si on a cette richesse bipolaire des deux langues, c'est top niveau, quoi. Et donc il faut, notre société à nous, bon, francisé dans le bon sens du poil, la belle langue française, sophistiquée, l'anglais aussi, se remettre à lire, au salon du livre, il faut vraiment se remettre à lire, mais à 3000 km/h, quoi. Là, on est dans une régression culturelle au 3e millénaire, avec le virtuel, je n'ai rien contre le virtuel, dans les échanges sociaux, mais le virtuel pour faire du loisir à la con, on est mal barré, quoi, pour le 3e millénaire. Et là, on est au salon du livre, on est dans le présentiel, c'est très bien. Le FIFO va revenir, c'est très bien, etc., etc. Le Covid, il dégage comme une peste. La peste, en fait, c'est la non-lecture, c'est l'illettrisme. Il faut se remettre à lire, mais tout le monde, quoi. Les parents, les grands-parents, les animaux, tout le monde doit relire, quoi. C'est tout. Je ne sais pas si mon chien sera d'accord. On peut applaudir monsieur. Bon, c'était pas une question, mais merci Henri, c'est vrai. Moi, j'ai vécu une acculturation un peu en sens inverse, parce que quand je suis arrivé à Tahiti, donc tu as lâché 40 ans, ouais, voilà, moi qui essaie de cacher mon âge comme un fou. Ouais. Donc, moi, à mon époque, effectivement, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute manière déjà, donc à mon époque, effectivement, les Tahitiens, ils me disaient, mais il faut que tu deviennes comme nous, que tu apprennes notre langue, que tu... Voilà, quoi. Donc, c'est pas à nous à nous adapter à toi, c'est à toi à t'adapter à nous. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Après, je me pose la question aujourd'hui de savoir, voilà, le jeune Popa qui arrive à Tahiti à 14 ans aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il va apprendre le tahitien alors que les Tahitiens de 14 ans ne parlent pas tahitien ? Donc c'est là où les choses vont très vite. Je crois que la démarche que j'ai eue moi, qui quelque part m'a paru nécessaire et normale, quoi, c'était dans les normes d'une certaine époque. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Popa ferait un effort d'intégration, d'assimilation, alors que le tahitien lui-même est en train de lâcher prise, quoi. Donc dans ce sens-là, oui, la situation, elle n'est pas optimiste. Mais le tahitien, grâce à la chanson, oui. C'est quand même la meilleure école. On vous dit qu'il faut lire la Bible en tahitien. Lire la Bible en tahitien, il faut être motivé. Hein. Donc moi, j'ai beaucoup appris le tahitien dans les bringues, grâce à la chanson, en écoutant la radio aussi, parce qu'une langue, c'est une mélodie, c'est un rythme. Et en allant au meeting politique. Mais je vais terminer juste là-dessus. Le meeting politique, c'est aussi quelque chose qui va évoluer, parce que le meeting politique, c'est une grande école d'éloquence où il y a des beaux orateurs qui prennent la parole. Ceux qui sont au pouvoir, enfin les élus, etc., parlent très bien, mais les gens dans la salle parlent très bien aussi. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont plus dans un meeting politique en tahitien, ou alors ils parlent en français, mais le meeting politique met mal à l'aise les Tahitiens.
parce qu'ils ne savent pas s'exprimer en tahitien aussi bien que leurs parents ou grands-parents. Et donc le meeting politique, les gens commencent à l'éviter parce que c'est un moment de malaise, que je ne vais pas savoir m'exprimer en tahitien, mais normalement la coutume dans un meeting politique, c'est qu'on parle en tahitien. Donc on fait de la politique autrement. Et la politique aujourd'hui, ça passe par Facebook, par d'autres créneaux. Tu as raison, voilà, qui nous désenchantent un peu, enfin nous on aime les langues, c'est vrai, les livres aussi, mais aujourd'hui on est à l'heure des images, à l'heure d'une communication plus rapide, peut-être moins exigeante et un peu plus vulgaire d'une certaine manière. Et voilà, nous qui sommes des esthètes ou des amoureux des choses un peu complexes et longues, etc. Mais oui, le meeting politique en langue tahitienne ou marquisienne, il évolue et il va peut-être pas se perdre. Mais autant les jeunes politiciens sont bien formés et apprennent à parler tahitien. Donc les jeunes politiciens, on le voit tous, les Tevaro Fritsch, etc. Ils ont appris à parler tahitien, comme moi j'ai appris à parler tahitien. Je les connais très bien, ils ne parlaient pas tahitien avant, ils parlent très bien tahitien maintenant. Bon, donc de ce côté-là, on a de l'optimisme. Mais l'électeur, lui, qui va au meeting, il est gêné. Parce que lui, il n'entend pas du tahitien toute la journée à l'Assemblée territoriale ou quoi. Donc la vie évolue dans un sens c'est vrai, qui nous met mal à l'aise, parce que les grands moments d'éloquence, des mariages, des obsèques, des meetings politiques, tous ces beaux moments sont condamnés à évoluer jusqu'à preuve du contraire. Donc après, la vie est pleine de surprises et peut-être que j'ai tout faux, mais je pense que l'évolution, elle va dans ce sens-là. Mais on va faire avec, enfin, aux gens de voir s'ils font avec ou s'ils décident de faire autrement. Voilà, merci. Merci à Bruno. Voilà, j'allais dire d'applaudir, mais il n'y a pas besoin. Oui, bien sûr. Merci à Yves aussi, qui était là avec nous par l'esprit. Ouais. Et monsieur l'éditeur voilà, c'est ça, qui a permis à la sortie de ton livre tardive, apparemment. Donc voilà, n'hésitez pas à applaudir encore une fois, tiens, parce que c'était quand même un bon moment. Et maintenant, on va faire des petits mouvements de caméra, des choses comme ça, puisqu'il y a la prochaine conférence